En souvenir des glorieuses journées d'héroïques combats pour la libération de Villefranche. Un reportage filmé faisant revivre, heure par heure, les péripéties des frères de la Libération. Par E.G. Jaluzeau. Monsieur Morris, président du conseil municipal de New York, en portant un toast à la France en l'honneur de la présence en Amérique du général de Gaulle, a dit notamment « Sans la résistance française, notre victoire eût été retardée. » Cela est vrai pour Villefranche, où depuis longtemps déjà des mouvements de résistance fonctionnaient dans le secret le plus absolu. Et si notre belle cité caladoise a été libérée aussi rapidement et aussi heureusement, c'est grâce à l'appui du MUR, Mouvements Unis de Résistance, qui avait comme chef M. Jean Cottinet, notre maire actuel, et au FN, Front National, qui avait comme chef M. Louis Ginésy, actuellement conseiller municipal, ainsi qu'au FFI, les Forces françaises de l'intérieur, commandées par l'ancien commandant de marine du Sourdet, qui apportèrent leur précieux concours dans les combats auprès des troupes d'Afrique qui ont libéré Villefranche. N'oublions jamais. Inclinons-nous devant ces héros et adressons-leur nos meilleurs vœux de gratitude. Vive de Gaulle, vive la France. G. Jaluzeau. Il y a un an. 3 septembre 1944. Dès les premières heures de la matinée, les Caladois sont réveillés par les tirs des canons et des mitrailleuses. De minute en minute, le bruit des détonations devient plus précis et plus rapproché. Les coups de feu se multiplient à une cadence accélérée et éclatent avec fracas dans le silence matinal. Les habitants, tôt levés, se précipitent aux fenêtres. Un bruit court que les Américains sont aux portes de Villefranche. En fait, il ne s'agit que de troupes françaises, faisant partie de l'armée du général de Lattre de Tassigny, venant d'Algérie via Saint-Tropez, et qui, depuis leur prestigieux débarquement sur la côte méridionale de la France, poursuivent inlassablement l'ennemi en retraite, en remontant la vallée du Rhône. Elles ont contourné Lyon par mesure tactique. Passé par Roanne, et s'apprêtent à délivrer Villefranche, considérée comme un nœud important de résistance, avant de prendre à revers la ville de Lyon, en même temps que d'autres éléments blindés y pénétreront en venant de Grenoble. La population est avide de nouvelles, attirée par la curiosité de voir se dérouler les premières phases du combat qui va s'engager. Et les interrogations de se presser. Y a-t-il déjà des morts, des blessés, des dégâts? De quel côté attaquent-ils? Sont-ils nombreux? C'est alors que l'on voit déboucher de plusieurs rues des autos et des chars blindés américains, montés par des Français fiers et décidés, équipés et armés comme il y avait longtemps que nous n'en avions vu. Dans le combat qu'ils s'apprêtent à mener, ils seront aidés par des forces françaises de l'intérieur, FFI, et par des francs-tireurs partisans, FTP. C'est par surprise et avec une tactique audacieuse que les premiers combats avec les Allemands s'engagent sous le commandement du capitaine Giraud, qui commande une compagnie motorisée. Ce fougueux et valeureux capitaine, qui devient aussitôt commandant d'armes de la place, est le fils du général Giraud, qui a réussi à s'évader de son oflag, promettant à ses camarades de captivité de bientôt les venger et les délivrer des barbelés. Dès les premières heures, le capitaine Giraud installe son PC au café Moiroux, place Pierre-Morin, et commence à donner ses ordres, qui sont brefs et précis. Le combat commence aux abords du collège Claude Bernard, où se trouve un important nid de résistance ennemie, puis à Montgré, à Franc, à Belligny, près du parc des Sports, à la porte de Belleville et à la porte d'Anse. Il est midi. On a déjà enregistré la mort d'une quinzaine de soldats allemands et capturé 200 prisonniers qui sont amenés sous bonne escorte devant les jardins de l'hôtel de ville, puis fouillés, désarmés et conduits à la prison sous les huées de la population qui, malgré les coups de feu qui se font entendre un peu partout, n'hésite pas à se lancer dans les rues de la cité afin de mieux voir et presque sans souci du danger qu'elle court. De ci, de là, des morts et des blessés sont relevés et transportés aussitôt sur des brancards à l'hôpital et à la permanence de la Croix-Rouge par des jeunes gens dévoués et volontaires, et des pompiers de la ville qui n'hésitent pas à accomplir leur devoir au plus grand mépris du danger.
À 14 heures, dans le bar Beau Matin, rue Nationale, un groupe de FTP vient d'arrêter 3 agents de la Gestapo qui s'y cachaient. Amenés aussitôt à la gendarmerie, ils ont été incarcérés. À 14 heures, une colonne ennemie venant de la route d'Anse se présente sous le couvert du drapeau blanc, laissant croire à une demande de reddition, démasque subitement un canon de 88 mm qui tire sur le tank Franche-Comté, posté près du Café de Paris, place du Promenoir. Le premier coup atteint la chenille de ce tank, le second coup le met complètement hors de combat, faisant exploser pendant 1 heure les munitions qu'il contenait. On releva 10 morts et 15 blessés sur cette place, et 1 mort atteint par projectile en face l'église des Marais. Les victimes à déplorer étaient pour la plupart des curieux qui s'étaient un peu trop approchés de cette zone dangereuse. À 16 heures, un groupe de FTP à la tête duquel on remarque le brigadier Vitry et les gardes Échalier, Chevillon et Vivier de la police municipale ramène par la rue d'Echavannes 28 prisonniers capturés près du parc municipal des Sports, où la bataille a été rude. Devant ces combats de rue ou de quartier, la population garde son calme. Du courage, elle en a à revendre. Aussi elle veut se rendre utile, aider suivant ses moyens à chasser définitivement l'envahisseur, et d'heure en heure, le nombre de défenseurs bénévoles augmente. À 18 heures, plus de 1500 soldats allemands faits prisonniers sont ramenés face au cinéma royal, devant une foule en délire, accourant de tous les points de la ville et se pressant pour assister au désarmement et à la fouille dirigée par un capitaine du génie, tandis que les officiers subissent un interrogatoire serré dans une des salles de l'hôtel de ville. Tous ces verres de gris sont nantis d'un butin considérable de cigares, cigarettes, chocolats, biscuits caféinés, voire même de bouteilles d'eau-de-vie, probablement volées la veille encore. Des spectateurs profitent de quelques cigares et cigarettes que leur lancent les hommes chargés du ramassage. À 19 heures, on a dénombré près de 3000 prisonniers qui sont provisoirement parqués dans le vaste hall du marché couvert. Cette délivrance, quoique inachevée, est déjà fêtée par la population. Nombreux sont ceux qui arborent à la boutonnière un flot de rubans aux couleurs nationales, et malgré le danger qui subsiste encore, à parcourir les rues de la cité. Il s'y presse une foule en délire, presque pleurant d'émotion et de joie, d'une joie indescriptible. La journée a été chaude, mais le travail n'est pas fini. Il y a encore quelques nids de résistance dont il faut s'emparer au plus vite. Cependant, il faut penser à rentrer pour préparer le repas du soir et attendre le lendemain le résultat de la nuit. Du reste, le tambour municipal ne vient-il pas d'annoncer dans chaque carrefour que le couvre-feu restait fixé à 20 heures et que toute personne qui se trouvait dans la rue après l'heure fixée risquait d'être abattue? 4 septembre 1944. La nuit a été relativement calme. Pourtant, les habitants, quelque peu énervés, n'ont pu dormir. Des patrouilles blindées circulent dans les différentes artères. Quelques rares coups de feu se font encore entendre. Les partisans fouillent coins et recoins afin de découvrir des soldats allemands isolés qui se cachent et refusent de se rendre. Dès 7 heures, il y a une animation inaccoutumée, celle des grands jours de fête. La sous-préfecture, l'hôtel de ville et les principaux monuments publics sont abondamment pavoisés de drapeaux français, anglais, russes et américains. Les habitants font des prodiges d'ingéniosité en raison de la pénurie d'emblèmes pour pavoiser leurs fenêtres. Une foule de curieux défile sans arrêt, allant, venant, examinant les dégâts causés la veille par les déflagrations des explosions du tank dont j'ai parlé, ainsi que les meurtrissures occasionnées par les obus et les mitrailleuses aux différents immeubles. Les cafés de la ville sont bondés d'une foule en ivresse qui veut fêter joyeusement cette libération. Elle veut aussi faire un accueil enthousiaste aux magnifiques troupes qui ont contribué à cet heureux événement. Les manifestations de sympathie ne leur manquent pas. Tous veulent les approcher, leur parler, leur poser des tas de questions, connaître la composition de leur unité, savoir où s'est effectué exactement le débarquement sur le sol de France, etc. Eux s'empressent de répondre avec complaisance, avec affabilité, offrant quelques friandises aux enfants, des cigarettes aux fumeurs, sensibles aux baisers que leur adressent femmes et jeunes filles. À l'occasion des festins commandés dans certains restaurants renommés de la ville, les convives discutent des événements, de la rapidité foudroyante avec laquelle ceux-ci se sont déroulés aussi heureusement, puis entonnent des chansons exaltant le plus pur patriotisme.
On y entend dans un accord vocal parfait, Sambre et Meuse, la marche lorraine et la Marseillaise. Il est 15 heures. La foule se rue vers la place de la préfecture, déjà noire de monde, puis se dirige aux abords du marché couvert, où l'on vient d'amener 400 prisonniers, qui ont été cueillis dans la région de Quincieux. Une autre colonne venant de la rue de Thizy, comprenant un nombre à peu près égal de prisonniers, y fait également son entrée, les bras en l'air, les mains sur la nuque. Il faut toute l'énergie de ceux qui les ont capturés pour faire dégager les curieux qui veulent manifester leur mépris à ces boches qui l'avant-veille encore avaient tant d'arrogance. À 16 heures, c'est le passage dans la ville de formation blindée, composée principalement de chars puissants, véritable forteresse sur chenilles, roulant à la vitesse horaire de 75 km. Ces chars, puissamment armés et montés par des hommes aux masques décidés, portent sur leurs flancs l'inscription du nom d'un animal de la jungle ou d'un glorieux général, ou encore d'une de nos belles villes ou provinces de France. Tour à tour, c'est Lyon, Panthère, Joffre, Foch, Turenne, Davout, Kléber, Nancy, Nevers, Poitiers, Péronne, Artois, Anjou, Bretagne, Bourgogne, Île-de-France, etc., etc., qui défilent sous les ovations de la foule toujours plus dense, massée en bordure des trottoirs qui longent la rue nationale. Elle ne se contente plus de leur adresser des baisers et des vivats, maintenant ce sont des fleurs et aussi des fruits qu'elle lance à leur passage. Cette foule déchaînée, ivre de joie, ne se lasse pas d'applaudir frénétiquement et de crier « Vive de Gaulle !» et « Vive la France !» Journée mémorable, fiévreuse, journée d'allégresse, de bonheur et aussi de soulagement. Jusqu'à la nuit tombante, des centaines de chars auront ainsi défilé dans le remous de cette joie débordante, se dirigeant sur Mâcon, Châlons, Besançon et la Trouée de Belfort. D'autres unités suivront, formées d'engins plus rapides encore, de canons de tout calibre, montés sur roues pneumatiques, de DCA, de mitrailleuses jumelées à grande puissance, de postes radiophoniques de grande précision, d'ambulances motorisées, de tanks amphibies, de fourgons à vivres et de caissons de munitions. Lorsque plus tard l'on saura l'effort gigantesque qu'ont dû fournir les Alliés pour fabriquer le nombre considérable de navires qu'il a fallu, les milliers et les milliers de chars comme ceux que je viens de vous décrire, qui sillonnent déjà toutes les routes de France, celles de Belgique et du Luxembourg, et qui demain pénétreront sur celles d'Allemagne, quand on apprendra enfin ce qu'il a fallu de travail, de persévérance, d'organisation méthodique, de jugement, de décision, pour mettre sur pied, instruire, organiser ces unités modernes toutes puissantes, conduites magistralement par des hommes bien entraînés. Ce sera alors de la stupéfaction qui dépassera le cadre des réalités. On pourra dire simplement « c'est prodigieux, c'est inimaginable ». Notre reconnaissance ira alors à tous ceux qui ont forgé l'instrument de la victoire, à De Gaulle, à l'armée de Lattre de Tassigny, à l'Amérique, à l'Angleterre. 5 septembre 1944. Dès 8 heures ce matin et jusqu'à midi, c'est un défilé ininterrompu de canons et de véhicules de toutes sortes. La plupart des camions, agencés avec les tout derniers perfectionnements de la technique moderne, soit pour le dépannage, soit pour le transport des hommes ou des vivres, se succèdent, emportant vivres, munitions et gallons d'essence. À 13 heures, une compagnie de soldats d'infanterie portant fusils mitrailleurs et mitrailleuses traverse à pied la principale artère de la ville, sous les vivas et acclamations de la population, qui s'est pressée pour voir défiler ceux qui sont à l'honneur. À 16 heures, la place de la sous-préfecture est envahie par une foule houleuse et bruyante, qui tient à assister à une attraction aussi originale qu'inattendue, celle des femmes qui viennent de subir le dur châtiment de la honte, par la tonte de leur chevelure. Ces femmes de mauvaise vie s'étaient signalées à maintes occasions par leurs rapports privés avec des soldats ennemis, et n'avaient pas craint non plus de dénoncer certains patriotes français hostiles à la collaboration allemande. Aussi, c'est sous des huées d'injures qu'elles durent s'exposer en public dans le kiosque à musique, et défiler ensuite dans la principale artère de la ville, traînées dans des voitures à bras, sous l'escorte d'une dizaine de FTP armés de fusils ou de mitraillettes. À 17 heures, la foule, toujours aussi dense, acclame à nouveau le passage d'Américains conduisant les jeeps, petits véhicules rapides, qui vont rejoindre le gros des forces qui les ont précédés.
Des affiches viennent d'être apposées sur les murs, par ordonnance du capitaine Giraud, commandant la place de Villefranche, pour inviter la population détenant des armes allemandes à remettre celles-ci sans tarder entre les mains des autorités chargées de réunir le butin de guerre pris à l'ennemi. Une autre affiche est un appel à la population d'une décision hardie en vue de pourvoir dans les moindres détails à la constitution d'une nouvelle administration locale devant remplacer celle existante considérée comme défunte. Alea iacta est. Malgré le calme apparent, la chasse continue par les FTP armés qui ramènent de temps en temps un gibier qui tardait à se rendre. Il est 19 heures. Près de 4000 prisonniers ont été dénombrés. À cette heure tardive, la foule se retire lentement, comme presque à regret, pour réintégrer son domicile. La journée a été bien remplie. On se sent las. On a besoin de sommeil pour récupérer les forces perdues dans cette atmosphère de joie délirante qui dure depuis 3 jours. 6 septembre 1944. Aujourd'hui, la population aura un spectacle tout différent de celui des réjouissances des jours passés. C'est une journée de deuil. Elle s'apprête à honorer ses morts. Des obsèques religieuses sont faites à 21 Caladois, presque tous de jeunes hommes qui furent victimes dimanche dernier des combats de rue ou des explosions du char posté place du Promenoir. La plupart de ces hommes ont payé de leur vie leur imprudence et n'ont pu, comme ils s'en faisaient une joie, assister à l'apothéose de la libération de leur cité. Ces malheureuses victimes ont été accompagnées vers le lieu de leur dernière demeure par une foule innombrable et recueillie. Toutes les délégations et tous les corps constitués étaient représentés. Des discours ont été prononcés par le RP Auboyer, par M. Jean Cotinet, nouveau maire de Villefranche et président du comité de libération, et par M. Marois, sous-préfet de Villefranche. Puis on entendit chanter la Marseillaise par un ténor. Honorons pieusement ces victimes qui, au mépris du danger, voulaient être au premier rang du combat, parce que leur patriotisme était grand et sublime. En ce jour de deuil, et pour rendre hommage aux familles éplorées, faisons silence. Taisons-nous. Gloire à la France immortelle. Gloire à ceux qui sont morts pour elle. Mort pour la France. Militaire. Conti, Jean, maréchal des logis, 3e RAC, 1er escadron, 31 rue Saint-Lazare, Marseille. Alimi, Maurice, soldat 2e classe, 3e RAC, 1er escadron, 4 rue de Lambert, Constantine. Diego Léon, soldat 2e classe, 9e RAC, 3e escadron, 5 rue Horace Arthur, Oran. Faro Jean, maréchal des logis, 9e RAC, 3e escadron, 2 rue de Médéa, Mascara. Claverie Louis, soldat 1er classe, 9e RAC, 3e escadron, Cocumont, Lot-et-Garonne. Mounier Robert, soldat 2e classe, 9e RAC, 3e escadron, Otis, Seine-et-Marne. Morsley Mayedine, brigadier au 2e SPAI. Zizane, soldat au 2e SPAI. Guérillon Joseph, 3e compagnie de Zouaves. Vardia Christian, FFI. Rosset Roman, FFI, 33 ans. Poncet Albert, FFI, 32 ans, 26 rue Pasteur, Villefranche. Civil. Bottet Louis, 16 ans, 4 rue de la Barmondière. Chante Antoine, 44 ans, 8 rue de Franc. Rompon Maria, épouse Bernard, 45 ans, la Croix-Fleurie, à Arnat. Perrier Marie, épouse Catelan, la Croix-Fleurie, à Arnat. La petite Alphonse, 31 ans, 176 rue Nationale. Piézac Stanislas, 49 ans, 31 route de Tarare. Meunier Martin, 18 ans, 39 rue Étienne Poulet. Gache Antoine, 36 ans,
52 rue du Moulin. Claire, René, 50 ans, 23 boulevard Antonin Lassalle. Rougeau, Pierre, 42 ans, 33 boulevard Antonin Lassalle. Pêchevy, André, 19 ans, 2 rue de Preny. Reynaud, Étienne, 42 ans, 10 rue de Tarare. Auclair, Henri, 16 ans, 240 rue Nationale. Marcos, Morillo, 46 ans, place du Promenoir. Charnay, Albert, 42 ans, 4 place Carnot. Cagne, Marcel, 34 ans, 10 boulevard Étienne Bernard. Dupuis, Alexandre, 44 ans, 12 impasse Raisin. Gaillot, Claude, 67 ans, 32 bis rue des Remparts. Zambon, Robert, 9 ans, La Sautière, Anse. Et un inconnu.